OK, alors bonjour et bonsoir à chacun d'entre vous. Merci Anne de m'avoir présenté aussi gracieusement. Ben voilà, moi je vais peut-être me présenter un petit peu pour vous savoir d'où est-ce que je viens. Ça fait plusieurs années effectivement que je fais des lectures intuitives. J'ai été formé avec un guérisseur au départ qui m'a fait découvrir finalement que sans être nécessairement moi-même, je n'étais pas nécessairement un thérapeute intuitif, quelqu'un qui avait de l'intuition consciente du moins à cette époque-là. Et puis, à travers l'enseignement, j'ai découvert qu'il était possible de découvrir finalement qu'il y avait une méthode. En fin de compte, j'ai constaté à travers un enseignement dans lequel on me faisait expérimenter des choses, qu'il était possible de développer des habiletés intuitives. Et ça a été très facile pour moi. Sauf qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui n'avaient pas la même facilité dans le cadre de l'enseignement, ce qui m'a fait comprendre avec le temps, il y a quelques années, qu'il y avait donc euh, un manque de méthode finalement qui était présentée dans l'enseignement parce qu'on faisait expérimenter des choses sans les expliquer. Alors moi, ça m'a amené à me dire, ben tiens, ça serait intéressant de pouvoir expliquer, de pouvoir comprendre les méthodes, parce que moi-même, qui avait une certaine facilité au niveau des lectures intuitives, je ne comprenais pas très bien comment ça fonctionnait, je ne comprenais pas très bien ce que je percevais, ce que je voyais, comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, ça m'a amené à développer ce que j'appelle l'écoute imaginaire, que je nomme aujourd'hui la pleine conscience intuitive. Et aujourd'hui, la conférence ben, va vous présenter un petit peu cette méthode-là et en quoi justement qu'elle peut s'avérer intéressante tant dans l'application donc du décodage intuitif de soi-même ou d'un partenaire, mais aussi dans un contexte de déprogrammer la mémoire cellulaire et des soins. Alors évidemment, donc l'alignement de l'être va être un peu le thème dont je vais vous parler, mais évidemment en instaurant, en vous présentant justement un petit peu comment on peut arriver à développer ces habiletés-là pour favoriser justement l'alignement de l'être. Donc, l'alignement de l'être, qu'est-ce que c'est pour moi? Je vais vous parler peut-être de la tradition chamanique, puisque l'alignement de l'être, je vais vous parler de l'alignement de l'être, mais évidemment, l'enseignement que j'ai reçu de tradition chamanique me donne vraiment des indices très clairs de ce que c'est que l'alignement, et puis je suis encore très en accord avec ça. Alors, l'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est une position de verticalité. C'est-à-dire une position de verticalité, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas en train de, par exemple, tomber en amour. Tomber en amour, c'est donc de me retrouver dans une position d'horizontalité. L'horizontalité, c'est que je projette vers les autres quelque chose qui m'appartient. Hein. Alors, la position de verticalité me permet de reconnaître que je suis une antenne et que cette antenne-là, finalement, lorsque j'ai mes deux pieds sur le sol, par exemple, bien, mes deux pieds sur le sol vont recevoir l'énergie tellurique de la Terre et l'énergie tellurique de la Terre va circuler dans mon corps sans que je m'en rende compte véritablement. Et dans la pratique chamanique, on met beaucoup l'emphase sur la conscientisation de cette réalité-là. C'est-à-dire que si je deviens conscient que l'énergie tellurique de la Terre circule dans mon corps, ben, je peux accompagner ce mouvement-là et me donner l'opportunité d'être un corps plus vivant, plus vibrant, parce que je suis en train de contribuer à ce que cette énergie de la Terre soit plus présente dans mon corps. L'intérêt de ça, dans un premier temps, c'est que cette connexion avec l'énergie de la Terre me donne de l'énergie. C'est un peu comme ma banque d'énergie. Plus je suis capable de recevoir cette énergie de la Terre dans mon corps, plus l'être que je suis se recharge ses batteries. En médecine chinoise, on parle du yang des reins, par exemple. Le yang des reins, c'est l'énergie vitale, finalement, qui permet donc de pouvoir, finalement, être en santé pendant longtemps. Alors, quand je suis en relation avec cette énergie de la Terre, que je favorise sa circulation, c'est un peu comme si je contribuais à ce que mes batteries, finalement, soient optimisées au maximum, qu'elles soient toujours, finalement, rechargées en quelque sorte, et que je sois capable d'être fonctionnel et en santé. Donc, la pratique de l'enracinement, c'est une technique qui est toute simple, mais nous rappelle à quelque part l'importance de nous relier donc à l'énergie tellurique de la Terre et de nous relier donc à l'énergie du ciel. L'énergie du ciel, bon, il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en lumière, je fais un petit jeu de mots parce que Pop a découvert que le soleil émettait de la lumière et les lumières, c'est des particules de photons. Et ce qu'il a démontré, c'est que les cellules du corps sont capables d'absorber cette lumière-là et de réémettre de la lumière. Donc, un phénomène de respiration biolumineuse qui s'effectue dans mon corps. Et quand on observe en tant que thérapeute intuitif une personne, ben on va observer dans cette personne-là un corps physique, bien sûr, mais on va observer autour de son corps physique un genre d'aura, un genre de rayonnement biolumineux. Ce rayonnement biolumineux, c'est l'émission de cette lumière-là. Ça veut donc dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, ce que j'observe, c'est cette capacité que ce corps-là a d'absorber la lumière et de la réémettre, et que ce processus d'absorption et de réémission de la lumière, c'est un processus qui informe sur la qualité de la santé d'une personne. Donc, quand on parle d'alignement, ben, vous avez compris que la tradition chamanique nous met en évidence qu'il faut se relier à l'énergie de la Terre pour la faire circuler en soi d'une façon optimale,
Puis, il mettait en évidence dans cette tradition-là qu'il fallait apprendre à se syntoniser à l'énergie du ciel. Et ce physicien-là, dont je viens de vous parler, a démontré scientifiquement l'intérêt, la valeur finalement de cette technique-là, toute simple, puisque ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, si je me syntonise à l'énergie de la Terre et celle du ciel, ben, je développe une position de verticalité dans laquelle la Terre et le ciel vont circuler à travers mon corps, me permettant d'avoir un maximum de potentiel santé en moi, puisque mes cellules, finalement, vont émettre un champ énergétique le plus harmonieux possible. Donc ça, c'était... Oui, vas-y. Oui, bien sûr. Non, non, mais ça m'arrive régulièrement comme me le demande, donc j'y suis habitué, donc je vais faire attention. Merci, merci Rita de me le faire savoir. Donc, je vais simplement donc reprendre avec l'idée que la position de verticalité, finalement, ou l'alignement, en fin de compte, la première définition de l'alignement, c'est certainement de se rappeler que si je déplace mes deux pieds sur le sol et que je prends le temps de faire cette petite méditation, cette petite visualisation de faire monter l'énergie de la Terre dans mes pieds et de les faire remonter dans mon corps, et que je fais ensuite cet même exercice avec l'énergie du ciel, toujours dans un acte imaginaire, ben quelque part, je développe cette position d'antenne, une antenne qui vibre de partout. Et oui, là, j'entends plus très bien, moi, de mon côté. Est-ce que tu m'entends, Anne? Ah. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il semble qu'il y a un petit souci du côté de Anne, ou peut-être du mien aussi si vous ne me voyez pas. Euh, donc, je vais peut-être poursuivre. Puis on va voir, ah voilà. Ok, me revoilà. Ouais. Ouais, hmm. Donc, alors j'étais en train de vous dire finalement, pour conclure pour cette petite introduction-là à la conférence, l'idée de l'alignement finalement, c'est que cette capacité que j'ai de me relier à l'énergie de la Terre, c'est finalement donc par un acte imaginaire qu'on va pouvoir le développer. C'est ça qui est intéressant, parce que l'imaginaire, c'est un peu comme un véhicule. Alors, le véhicule qui est l'imaginaire, c'est un peu comme ma conscience qui est capable de se relier au sol, à l'énergie de la Terre, un peu comme un champ, comme si j'étais capable de prolonger ma conscience pour me mettre en relation avec le champ électromagnétique de la Terre, ensuite de le faire remonter dans mes jambes, dans mes pieds pour commencer, et ensuite de chercher donc à le faire remonter progressivement. Et cet acte-là, quelque part, si je le fais en conscience, c'est-à-dire que je porte attention au fait que l'énergie de la Terre circule dans mes pieds et que je prends le temps de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre la présence de cette énergie de la Terre dans mes pieds et de la faire remonter progressivement, ça va faire quoi? Ça va faire que je vais développer une conscience plus vaste de ce qui se passe en moi, comme si ma conscience allait devenir amplifiée. Et cette conscience-là qui est amplifiée va faire que je vais donc pouvoir justement retrouver une position de liaison plus étroite avec l'énergie de la Terre, une liaison plus étroite avec l'énergie du ciel aussi, et que dans cette position-là, je me retrouvais comme si mon corps était une antenne qui vibrait de partout. Et cette antenne qui vibre de partout, c'est une première définition, pourrait-on dire, de l'alignement, c'est-à-dire que quand je suis dans cette position-là, on pourrait dire que je suis dans une forme d'alignement. Là, on va approfondir cette notion d'alignement-là. Vous allez voir qu'il y a plusieurs approfondissements à établir au niveau de l'alignement, mais le plus accessible, c'est celui que je viens de nommer, parce que ça voudrait dire que vous, chacun d'entre vous, vous pourriez mettre en application cette idée de la pratique de l'enracinement, puisque c'est accessible à tous. Il suffit simplement donc de se relier à la Terre, de faire en sorte que cette énergie, par un acte imaginaire, puisse circuler dans mon corps,
Hein, je pourrais la faire remonter jusqu'au sommet de la tête si je veux, et ensuite me relier à l'énergie du ciel pour la faire descendre du sommet de la tête jusqu'à mes pieds, par exemple. Et ça serait peut-être une forme de méditation qui pourrait en résulter ensuite. Ben, il y a des résultats qui sont, que vous allez voir, qui sont, bon, premièrement, la vitalité. Beaucoup de gens qui vont expérimenter la pratique de l'enracinement, moi, je conseille toujours de le pratiquer au moins 7 jours d'affilée, donc une fois par jour, et de noter dans notre journal intime qu'est-ce qu'on va observer pendant cette pratique-là. Mais l'idée de base de ça, c'est que pendant ces 7 jours-là, normalement, je vais constater qu'il y a une forme d'amélioration dans l'expérimentation que je vais avoir dans la pratique de l'enracinement. C'est-à-dire qu'à chacune des journées, je vais peut-être constater que c'est de plus en plus facile de faire circuler l'énergie en moi. Alors ça, c'est un premier élément qui va être intéressant. Le deuxième, c'est on va se sentir plus énergétique. On va se sentir finalement avec plus de vitalité. On va se sentir plus solide sur nos deux jambes. On va être moins manipulable. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir effectivement nous amener dans une direction qui ne nous convient pas, on va peut-être être plus attentif à ce qui se passe en soi, qui va nous rappeler qu'on n'a pas envie de suivre le chemin que cette personne nous propose. Et on va avoir envie de lui dire non, je m'excuse, je sais que tu veux que j'aille là, mais moi, ça ne me convient pas pour telle raison. On va être plus connecté à soi finalement. Ce qui veut donc dire aussi qu'on va être plus susceptible, parce que moi, je me rappelle d'une personne qui était fermier. Alors, un fermier, on pourrait partir du principe que c'est quelqu'un de très enraciné, parce que quelqu'un qui est en relation avec le sol régulièrement. Et cette personne me racontait qu'elle s'était enracinée, elle avait pratiqué l'enracinement à 7 reprises, comme je viens de le présenter, et elle a eu plein de remontées à sa conscience d'événements de son passé. Il y a eu des pleurs, des émotions, il y a plein de choses qui ont remonté à sa conscience parce que l'enracinement, évidemment, lorsqu'on fait bouger l'énergie dans notre corps, ça fait remonter à notre conscience des choses, des émotions qui s'étaient cristallisées dans le corps, mais qu'on ne laissait plus finalement circuler en soi et que l'enracinement nous permet de rétablir finalement le mouvement de vie en nous. Et ces mouvements de vie-là vont amener donc à notre cerveau des prises de conscience qui vont pouvoir se faire. Donc, vous voyez que ça, c'est un autre élément qui va être assez observable dans ce type de pratique-là. On dit aussi, dans la pratique de l'enracinement, qu'il peut être très utile de le pratiquer donc une fois par jour, le matin par exemple, pour commencer notre journée, mais aussi tout au long de la journée, à tout moment où on se sent déstabilisé, à tout moment où on sent qu'on doit faire quelque chose qui nous demande de nous tenir debout, d'être connecté avec nous-mêmes. On va proposer la pratique de l'enracinement pour pouvoir vraiment se stabiliser, renforcer notre position de verticalité. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on tombe en amour, hein, je pense cet exemple de tomber amoureux ou de tomber en amour, ou quand on parle simplement de projeter vers quelqu'un quelque chose, on n'est pas à cette position de verticalité. La position de verticalité est une position où je reconnais qui je suis et je ne suis pas en train de donner à quelqu'un quelque chose. Je suis en train de me positionner par rapport à ce que je suis et par rapport à ce que les autres sont. Et je ne suis pas en train d'attribuer à l'autre quelque chose. Alors, vous voyez que la pratique de l'enracinement est une forme de méditation qui va nous amener progressivement à nous retrouver plus solides sur nos deux jambes, plus connectés, plus alignés avec qui on est véritablement. C'est ça les principaux éléments, je dirais, qui tournent autour de l'enracinement. Là, je ne t'entends pas très bien. Vas-y. Euh, oui, c'est un exemple que je donnais qui effectivement peut laisser croire à des choses que c'est lui que tu m'en parles. Je dis que en fin de compte, c'est que deux êtres humains qui se rencontrent dans une position de verticalité vont pouvoir effectivement reconnaître qu'ils ont une zone de partage. La zone de partage, c'est que moi et l'autre personne, nous pouvons partager quelque chose ensemble qui peut être, par exemple, merveilleux. Cette zone de partage-là est une zone qui est reconnue de l'un et de l'autre comme une zone de partage. C'est-à-dire que la zone de partage n'implique pas une fusion, par exemple. Quand on tombe en amour, souvent, ce qui va arriver, c'est que cette personne-ci, si elle tombe en amour, tombe amoureux, elle va tomber. Et si elle tombe, elle va envahir l'autre. Et l'espace de partage n'est plus reconnu parce que les deux personnes deviennent finalement en conflit, en quelque part, au niveau de leur identité. Et souvent, c'est là qu'il va y avoir des problématiques on parle de tomber en amour, mais on pourrait parler de tomber en relation professionnelle, de tomber en relation amicale. On tombe continuellement dans des situations de confusion identitaire. Ces confusions identitaires font qu'on oublie quelque part qui on est, puis on a tendance justement à donner trop de valeur à l'autre, ou l'inverse, hein, en fin de compte, de trop se donner de valeur, mais on n'est pas dans une position à ce moment-là de justesse.
Et l'alignement, finalement, commence par cette forme de justesse qu'on recherche dans notre relation avec nous-mêmes et dans notre relation avec l'autre, où on reconnaît quelque part que l'on existe et qu'on a envie donc de partager avec l'autre. Mais partager ne signifie pas justement de perdre son pouvoir ou perdre son identité envers une autre personne. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. Donc ça, c'était la première position d'alignement dont j'avais envie de parler, parce que c'est la position certainement la plus accessible à chacun d'entre nous, puisque dès maintenant, maintenant que vous le savez, vous pourriez le pratiquer. Je vous donne une information que si ça vous intéresse, il y a le module 1 de l'enseignement que je donne qui est gratuit, qui peut être accessible pour vous donner l'opportunité de découvrir cette pratique de l'enracinement-là. Maintenant, évidemment, dans les ateliers qui vont suivre cette conférence, on va aborder l'enracinement, mais on va aborder beaucoup d'autres enseignements qui vont être plus riches que l'enracinement, quoique c'est une technique fort importante, mais évidemment, vous allez voir que l'alignement est plus complexe que la position d'alignement est une position qui va favoriser la position de verticalité, mais évidemment, la pleine conscience intuitive, la méthodologie que j'ai développée, va nous permettre donc de faire des explorations beaucoup plus profondes pour comprendre davantage pourquoi la verticalité n'arrive pas à se manifester lorsqu'on s'enracine. Parce qu'on va comprendre évidemment que l'enracinement est une position qui nous prépare finalement à une expérience de pleine conscience intuitive. Donc la pratique de l'enracinement va nous faire amener des bienfaits, mais va aussi devenir une technique de préparation pour favoriser donc la pleine conscience intuitive. Et nous allons maintenant aborder l'alignement de façon un petit peu plus définie à travers 3 volets, la santé énergétique, la santé psycho-émotionnelle et la santé spirituelle. Et on va découvrir que l'alignement se définit à travers ces 3 réalités-là également. Donc, la première réalité, donc la réalité énergétique, tantôt je vous ai parlé que lorsque j'observe le champ énergétique d'une personne, on va constater que le corps de chair et d'os qui est devant moi va émettre une certaine lumière. Cette lumière-là, effectivement, va me donner des informations sur le potentiel santé de la personne. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai un certain champ énergétique qui se dégage de mon être, et que je pourrais constater que j'ai des manques énergétiques au niveau de la gorge, par exemple, mais ces manques énergétiques-là qui sont au niveau de ma gorge, c'est-à-dire que les cellules de mon corps n'absorbent pas et ne réémettent pas de la lumière adéquatement dans la gorge, bien, ça peut vouloir dire que dans cette région-là, il y a donc une santé qui n'est pas optimale. C'est-à-dire qu'il y a des zones de fragilité qui sont en train de prendre forme dans cet espace-là. Donc, vous voyez que quand on parle de l'alignement, alors l'alignement au niveau de la santé énergétique, c'est de devenir conscient que dans la pratique de l'enracinement, je peux, par la méthodologie que je vous ai présentée tout à l'heure, et par la lenteur, par mon attention, apporter mon attention dans mon corps, je vais constater qu'il y a des zones de friction, des zones où l'énergie ne circule pas harmonieusement dans mon corps. Et ces zones de friction-là, en médecine quantique, on parle beaucoup de négantropie pour exprimer ce qu'est la santé versus l'entropie par rapport à ce que c'est la maladie. Je m'explique. Quand on observe donc le champ énergétique d'une personne, si l'énergie de cette personne-là, elle est fluide et harmonieuse, qu'il n'y a pas de heurts, qu'il n'y a pas d'obstacle, on va parler de négantropie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure. C'est-à-dire que l'énergie circule d'une façon harmonieuse. C'est-à-dire que l'énergie de la Terre et celle du ciel va circuler à travers moi d'une façon complètement harmonieuse et fluide. Donc, mes organes, mes systèmes ne sont pas dans un état de tension ou de souffrance. Ils vont simplement accepter que l'énergie circule harmonieusement, ce qui veut donc dire que je vais utiliser le minimum d'énergie pour pouvoir être en santé. C'est-à-dire que ma position de verticalité va nécessiter très peu d'efforts parce que naturellement, l'énergie circule en moi. Alors, dans une condition comme ça, on parle de négantropie, puisque ça veut donc dire que la personne qui est devant moi, elle aurait un rayonnement autour de son corps physique qui serait parfait, parce qu'il n'y aura aucun obstacle, aucun heurt autour de la personne. Ça voudrait dire que l'énergie circulerait vraiment sans créer d'usure dans le corps physique. Donc, la personne pourrait vieillir en étant beaucoup plus en santé, finalement, et vieillir beaucoup moins rapidement également, puisqu'il n'y aurait pas cette usure-là qui pourrait se manifester. Maintenant, si on parle d'entropie, l'entropie, c'est un phénomène intéressant, c'est que moi, en tant qu'être humain, je peux paraître en santé, par exemple, et à quelque part être pleine de zones de perturbation dans mon champ énergétique. Ça veut dire que quand j'observe une personne devant moi, j'observe donc encore le corps fait de chair et d'os, mais dans la relation de cette personne-là avec la terre et le ciel, je peux constater que l'énergie se retrouve plein de blocages dans son corps. Il y a plein d'obstacles, finalement. Ces obstacles-là, finalement, qu'est-ce que ça va faire? C'est que la personne peut être en relative santé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade officiellement. Sauf qu'elle a des zones de friction, des zones de tension, des zones de congestion qui vont inévitablement entraîner
un affaiblissement des ressources énergétiques de cette personne-là. Puis, à un moment donné, ces ressources-là vont devenir tellement faibles que son corps va laisser des signes de maladie apparaître, tout simplement. Et ce qui est intéressant dans cette idée-là que je vous présente, c'est pas tellement de dire que le champ énergétique, lorsqu'il est faible ou il est plein de résistance, on va éventuellement tomber malade. C'est davantage de comprendre que parce qu'on a cette capacité de faire une exploration dans notre champ énergétique, mais ça veut donc dire qu'on est capable de favoriser la santé, c'est-à-dire que devant ces situations d'entropie, c'est-à-dire d'usure, de friction qu'on peut avoir dans notre corps, on peut apprendre à découvrir que ces tensions-là, ces frictions-là, on peut avoir des actions dessus. On peut rétablir l'équilibre dans ces régions-là. Et ça, je pense que c'est important de bien cerner ça, parce que c'est là qu'on aborde vraiment la pleine conscience intuitive, parce que comment va-t-on faire pour arriver à favoriser l'alignement dans la structure énergétique? C'est qu'on va évidemment, après s'être enraciné, déplacer notre conscience dans les régions de notre corps où se trouvent ces résistances-là, pour commencer justement à établir une discussion avec la région en question. Par exemple, si c'est mon genou, je vais mettre de la lumière vers mon genou, je vais voir, entendre, ressentir. Donc, mes sens vont se mettre en action, des sens qui sont plutôt intérieurs que extérieurs. C'est pas avec mes yeux visuels ouverts que je vais nécessairement voir ça. Ça va être plus un sens de perception intérieure qui va me permettre de voir, entendre et ressentir ce qui se passe dans mon genou. Et si je prends le temps de discuter avec mon genou, ça peut paraître absurde de dire discuter, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Hein? C'est-à-dire que je reconnais que mon genou est une entité distincte de la mienne et que mon genou, qui a une manifestation de perturbation, ben je puisse communiquer avec cette perturbation-là. Et cette perturbation est l'intelligence de pouvoir me transmettre la raison d'être de sa perturbation. Alors déjà, cette étape-là est intéressante, parce que ça veut donc dire que je commence à développer ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire de comprendre que j'ai une zone de tension et cette zone de tension a une raison d'être. Et le fait de communiquer avec elle me permet donc de conscientiser la raison d'être de cette perturbation. Oui, mais en fait, ça touche la notion de foi. C'est-à-dire que la problématique qu'on rencontre tous en tant qu'être humain, c'est qu'on a été habitué à valoriser beaucoup l'intellect, beaucoup valoriser donc le rationnel. Et dès qu'on aborde le monde intérieur, c'est-à-dire ce monde plus subjectif, hein, parce que c'est pas un monde de réel. Hein, quand je dis je vais mettre de la lumière dans mon genou, je suis pas en train je suis pas en train de dire que je vois mon genou objectivement. Je suis en train d'utiliser des perceptions qui me permettent d'accéder à mon genou. Ces perceptions-là sont subjectives. Et c'est pour ça qu'il faut les voir comme un jeu pour commencer, parce que si je les vois comme un jeu, ben je ne suis pas en train de me prendre au sérieux dans le jeu en question. J'accepte que c'est un jeu. Donc, j'accepte que je peux me tromper. J'accepte aussi que j'ai un petit journal intime qui va me permettre, lui, de préciser qu'est-ce que j'ai observé dans le jeu à travers les jours, les semaines et les mois. Ce qui veut donc dire que j'ai un accompagnement que j'effectue et cet accompagnement-là va me permettre donc de développer ce que j'appelle la foi envers mes perceptions, envers mon sens visuel, mon sens auditif, mon sens sensitif. Je vais apprendre à lui faire confiance. Un peu comme un ami. Quand j'ai un ami que je rencontre dans la rue, je ne peux pas lui dire « Ah ben, je viens de te rencontrer depuis 5 minutes, tu es mon meilleur ami ». Je ne peux pas dire ça. Mon meilleur ami, je vais pouvoir le dire quand je vais avoir passé à travers des tempêtes avec lui et que je vais constater que cet ami-là est toujours à côté de moi et qu'il ne m'a pas laissé tomber. Alors ça, c'est un ami sur lequel je peux compter. Alors, le processus intuitif repose sur la même logique. C'est-à-dire que si je veux être ami avec l'intuition, je dois bâtir quelque chose à long terme avec lui et ne pas justement me laisser envahir, je dirais, par ce que j'appellerais la pensée magique quelquefois, qu'on retrouve beaucoup des fois dans les courants spirituels, dans les courants de pensée positive, etc., qui va faire en sorte qu'on va oublier que notre corps peut nous parler, puis on va plutôt développer une pensée un peu de programmation, c'est-à-dire que je vais programmer ma conscience, faire ce que je veux avoir, je veux devenir millionnaire, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une espèce de façon de fonctionner qui ne répond pas justement aux lois de la sagesse humaine, je dirais. Hein, c'est plus comme l'idée, quelque part, que moi, je vais être aussi important que l'autre qui est à côté de moi. Il faut se rappeler que cette position-là est une position souvent qui nous ramène vers la société telle qu'on l'a conçue aujourd'hui, qui est une société qui repose sur le principe de dominant et dominé. Ainsi, moi, je suis capable de devenir riche, peut-être parce que d'autres sont devenus pauvres.
Hein, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir quelquefois. Donc, le processus de cette sagesse intelligente-là nous ouvre la porte vers un autre univers, vers une autre façon de concevoir l'humanité qui pourrait reposer sur une notion de plus grande de collaboration. Et cette collaboration n'est pas dans l'idée à quelque part de dire je vais être plus grand que l'autre, mais plutôt de travailler de pair avec la vie, justement. Et quand je fais ce voyage-là en moi, c'est un peu la vie que je vais rencontrer également. Ça va? Ouais. Tout à fait. Puis c'est dans ce sens-là, les ateliers qui vont suivre la conférence vont avoir pour objectif justement de donner les éléments fondamentaux. On va aller, comme c'est un temps assez réduit, on va aller directement dans les exercices fondamentaux, hein, comme par exemple le premier atelier, ça va être sur l'auto-guérison. Donc, on va aller vraiment vers comment peut-on travailler sur l'auto-guérison. Parce que l'idée, c'est que faire un voyage dans mon genou pour aller découvrir la cause de mon genou, la perturbation de mon genou, est un élément important. Sauf que vous allez sans doute être d'accord avec moi pour me dire, ben moi, j'aime mieux être guéri de mon genou que de comprendre pourquoi mon genou a un problème. D'accord? Donc, il y a l'idée ici de comprendre qu'effectivement, j'ai une relation que j'ai à avoir avec mon genou, dans laquelle j'apprends à comprendre la perturbation. Mais c'est là que deviennent importantes les deux autres techniques que je vais vous présenter. La déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va me permettre donc d'être en relation avec mon genou, d'avoir compris la raison de sa perturbation, mais surtout de lui dire, OK, maintenant que je comprends pourquoi tu as de la souffrance, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat? Et là, on aborde la notion d'intention. Mais l'intention pas théorique, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je donne une conférence, qui viennent me parler d'intention avec un contexte théorique un peu comme une intention. J'ai l'intention de. Mais là, c'est pas ça. C'est de vraiment reconnaître que si mon genou me dit j'ai besoin de douceur, par exemple, ben moi, ce que je vais faire dans l'immédiat, c'est que par mon support imaginaire, mon véhicule imaginaire, je vais vraiment, par mon intention, créer une douceur énergétique, une intention de douceur énergétique que je vais envoyer dans mon genou. Et quand je vais faire ça, je vais constater comment mon genou le reçoit. Et ça, c'est super important. Comment mon genou le reçoit. C'est un peu comme si je rencontre quelqu'un dans la rue et que je lui dis, je le prends dans mes bras, puis je lui dis que je l'aime. La personne, je ne la connais pas. Ben, c'est peut-être normal que cette personne-là ait une réaction qui sera X, Y ou Z. Hein. Elle va peut-être aimer, elle n'aimera peut-être pas, qu'importe, hein, elle va avoir une réaction. Alors, quand je fais une action de soin sur mon genou, c'est donc normal que je prenne le temps de voir, entendre et ressentir comment mon genou reçoit l'acte d'amour, où je réponds à une demande aussi que mon genou me fait. Alors, c'est là que ça devient intéressant, parce que quand je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de donner l'opportunité à mon genou de me montrer quelque part comment il est quand il n'est pas dans sa souffrance. Parce que plus je vais le déprogrammer, plus je vais lui donner ce dont il a besoin, moins il va être dans sa position de souffrance, moins il va être dans une position de perturbation, plus il va me montrer une position de négantropie, justement. Dans ce sens que je vais sentir que mon genou, plus il est harmonieux, plus l'énergie circule bien, plus à quelque part il me manifeste une nouvelle façon de se concevoir, de se manifester, et moi, je reçois cette nouvelle information-là comme un cadeau, hein, c'est un peu comme un accueil que je fais. Mon genou, je l'accueille différemment parce que je vois qu'il me montre un chemin de guérison, et ce chemin de guérison se fait dans l'instantanéité, mais se fait aussi à travers le prolongement de la vie, puisque plus que j'accueille ce changement-là, ça veut donc dire que moi, si je veux encourager ce travail-là qui est en train de se faire dans mon genou, ben, je vais sans doute faire des actions dans mes prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, qui vont être en harmonie avec ce que le genou me montre comme changement. Vous me suivez, ça va? Et puis le troisième aspect qui va favoriser cet alignement-là, c'est justement la notion de soin. Les soins, c'est un peu comme utiliser nos mains pour faire un transfert d'énergie sur soi. Alors, si je le fais sur mon genou, ben, c'est un peu la même intention de rétablir les flots énergétiques dans mon corps. Mais quand je fais ça, comme je pratique la pleine conscience intuitive, je le fais en pleine conscience, c'est-à-dire que je mets de la lumière dans mon genou, j'observe qu'est-ce qui se passe dans mon genou quand je fais ça.
pour favoriser donc une circulation énergétique de plus en plus fluide, de plus en plus harmonieuse et surtout de constater que dans cet état de fluidité-là, mon genou va me montrer encore une fois un certain chemin, une certaine voie, une certaine prise de conscience qui va me donner l'opportunité de vraiment aligner mon être à l'équilibre qui existe dans mon genou pour favoriser donc une expression nouvelle de ma personne. Donc, c'est ça un peu qu'on va chercher à faire quand on travaille sur l'alignement au niveau du champ énergétique, c'est de favoriser cette circulation énergétique optimale du bout des orteils jusqu'au sommet des cheveux pour parvenir effectivement à cette position d'alignement le plus possible. Est-ce que c'est clair pour ça, donc, Anne, et pour les autres? Évidemment, c'est des questions. Oui. Donc, ça, c'était l'alignement dont j'avais envie de vous parler, qui était concernant l'aspect énergétique. Oui. Oui, mais là, j'allais aborder ça dans la santé psycho-émotionnelle parce qu'évidemment, il y a un grand, grand volet là-dedans. La santé énergétique, j'ai voulu l'identifier davantage sur la notion lumineuse, la notion énergétique, mais inévitablement, il faut comprendre que dans l'énergie vitale, quand on commence à regarder l'énergie circuler en soi, on comprend que l'énergie vitale, la lumière qui est pure au départ, lorsqu'elle circule dans mon corps, elle devient colorée par de l'information. De l'information qui provient de où? Elle provient de mon histoire personnelle, elle provient de mon histoire familiale, elle provient d'autres vies. Et c'est là qu'on aborde la santé psycho-émotionnelle, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à faire des lectures intuitives, la première chose que j'ai observée, naturellement, c'est des personnages qui étaient dans les champs énergétiques des personnes. Et ces personnages-là, c'était finalement des mémoires qui se retrouvaient dans le champ énergétique de cette personne-là. Pourquoi? Mais tout simplement parce que cette personne-là avait vécu des traumatismes tout au long de sa vie, et ces traumatismes-là avaient fait en sorte que ces événements-là, ces expériences-là qui avaient été vécues d'une façon traumatisante, et inconsciemment, la personne, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait pris l'information associée à la douleur ou la souffrance d'un événement, et elle l'avait exclue de son champ énergétique. Par exemple, si j'avais à 5 ans vécu l'abandon, ben, j'aurais inconsciemment pris la mémoire de l'enfant de 5 ans abandonné et je l'aurais exclu de mon champ énergétique. Ce qui se traduit, pour être un peu intuitif, comme quelqu'un qui observe une personne devant lui et qui voit que dans le champ énergétique de la personne, il y a une mémoire d'un enfant de 5 ans qui se sent abandonné. C'est-à-dire que la personne n'a plus 5 ans, sauf qu'elle traîne avec elle, elle est comme programmée en quelque sorte par une douleur, une souffrance qui a eu lieu donc à l'âge de 5 ans et que cette personne-là traîne avec elle, ce qui veut donc dire que si elle la traîne avec elle, elle dégage l'abandon. Et comme on sait que la loi d'attraction fait qu'on est attiré par des êtres humains qui sont attractifs, qui sont magnétiques, qui vont se sentir en harmonie avec nous souvent, sans qu'on en soit conscient, on se dit que si moi je me sens abandonné, que j'ai une programmation d'abandon, ben je vais attirer à moi des gens qui vont simplement me donner l'opportunité d'être abandonné de nouveau. Je dis l'opportunité, ça peut paraître bizarre, mais l'opportunité, c'est que c'est un cadeau en quelque sorte que l'univers me fait pour me dire, mais Sylvain, tu n'as pas fait ce travail-là, bien là, on te donne de nouveau l'occasion pour pouvoir le faire. Et de cette façon-là, bien évidemment, je vais pouvoir me réunifier à cette énergie-là. Au lieu de m'en dissocier, je vais pouvoir faire la paix avec elle. Mais malheureusement, la majorité des gens, qu'est-ce qu'on fait? On oublie la position de verticalité et on tombe dans l'horizontalité. L'horizontalité fait quoi? Elle pointe du doigt la personne qui est devant moi en disant, c'est de sa faute, elle m'a abandonné. Alors que finalement, cette personne-là, bien sûr qu'elle a vécu quelque chose qui a contribué à l'expérience de l'abandon, mais on doit comprendre qu'on a une responsabilité dans l'expérience de l'abandon, puisqu'on est nous-mêmes, on fait partie nous-mêmes du processus. Et que si cette personne s'est présentée à nous, qu'elle a activé ce processus-là, c'est parce que nous-mêmes, on le portait en soi. Donc, quand on commence à devenir conscient de ça, la position de verticalité devient plus naturelle, plus harmonieuse, et on apprend donc à constater effectivement que la vie, dans le sens des expériences de la vie, ben, nous reflète un tas d'expériences que la vie nous demande de travailler sur soi. Et que quand on devient conscient de ça, ben, on est plus responsable. Voilà.
C'est sûr que là, on parle d'un cas particulier, il faudrait évaluer ce cas-là de façon plus particulière. Mais c'est certain que dans mon expérience, moi, j'ai constaté que des gens qui venaient me voir, puis j'avais aucune information sur eux, et je faisais des lectures sur eux, et on ressortait des informations de leur propre vie qui expliquaient pourquoi ils vivaient un certain nombre de choses dans des relations avec d'autres gens. Donc, c'est certain que cette notion de victime, je le comprends, hein, c'est-à-dire qu'on est tous humains, puis que dans la vie, quelque part, si on a ces blessures-là qu'on traîne avec soi, c'est parce qu'à quelque part, on ne les a pas guéries. Donc, quand on rencontre des gens qui nous reflètent, qui nous font réactualiser des souffrances, c'est évident que la victime n'est jamais très loin, parce qu'à quelque part, on fait remonter à notre conscience des émotions qu'on avait oubliées à quelque part. Donc, cette position de victime est certainement une expérience normale. Maintenant, dans la pratique de l'enracinement, dans la tradition chamanique, cette position de verticalité, elle nous rappelle comment peut-on développer la position de témoin. Un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un observateur. La position d'enracinement sert beaucoup à ça aussi, et c'est ça qui nous permet de faire un travail intuitif. Parce que si on veut devenir intuitif, il faut être un témoin. On ne peut pas être quelqu'un se dire, pauvre de moi, je suis une victime de telle chose, telle chose, telle chose. Si je suis comme ça, je suis pas dans une position de témoin. Le témoin doit observer la victime qui est en moi et dire, ah tiens, je suis victime. J'ai une facette de moi qui est une victime. Et là, je peux m'adresser à la victime et lui dire, hein, pourquoi tu es tout le temps victime, etc. On pourrait nous dire, oui, mais je sais pourquoi je suis victime. Mais la position de témoin, elle part du principe qu'elle a à apprendre quelque chose. Et elle ne se met jamais dans une position d'identification à l'État, mais elle se met toujours dans une position de retrait pour comprendre ce que l'État a lui exprimé. Et c'est là qu'on commence à comprendre que dans notre corps, on est morcelé. Et que ma conscience, elle n'est pas consciente de plein de choses qui sont en moi, et que si je retrouve la position de témoin, j'accepte que mon corps puisse me parler, puisse discuter avec moi, puisse me transmettre une somme d'informations. Et ça, je pense que c'est comme important de se rappeler cette importance-là, c'est que le témoin, c'est celui qui ne sait rien et qui accepte que le corps va tout lui dire. Même si on a dans notre tête l'impression de savoir des choses, on doit accepter de se taire pour accepter que le corps ait à nous parler et à nous dire des choses. Donc, cette notion donc, de verticalité au niveau psycho-émotionnel, ben, la chose première, c'est qu'on va chercher donc à se réunifier à toutes ces mémoires personnelles qu'on a vécues tout au long de notre vie. Donc, c'est déjà en soi un certain voyage qu'on va effectuer. Et j'ai observé, moi, par exemple, dans des cas de psychiatrie, c'est-à-dire des gens qui étaient suivis par des psychiatres, j'ai souvent constaté que ces gens-là, leur particularité, c'est que dans leur champ énergétique, les mémoires psycho-émotionnelles qui animent leur champ énergétique sont dissociées, bien sûr, mais elles sont dans des endroits tellement opposés les unes avec les autres que cet individu-là n'est plus capable de les ramener dans une cohérence, de les amener dans une certaine organisation. Donc, une confusion identitaire avec ces mémoires-là qui fait que lui n'est plus capable de fonctionner normalement à ce moment-là. Donc, ça, c'était donc un autre aspect que je voulais amener. Et puis, évidemment, donc, ces mémoires-là psycho-émotionnelles, finalement, qu'on vit, hein, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avons un certain bagage de ces mémoires-là. Comment fait-on pour arriver à faire un travail là-dessus? Bien, la première chose, je dirais, c'est observer simplement ce que nos journées nous témoignent. On a un petit journal intime, on se dit, ah, mais tiens, aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne, elle m'a fait vivre telle chose. Alors, c'est quoi le message de ça? Hein, c'est qu'on peut vraiment, dans notre petit journal intime, faire cette démarche de conscientisation, de responsabilisation, pour se rappeler quelque part que les événements de la vie sont peut-être là pour nous témoigner des choses qui nous font progresser et avancer. C'est certain que si on aborde cela avec la pleine conscience intuitive, on peut aller plus loin puisqu'on peut donc aller voir notre petit enfant de 5 ans qui se sent abandonné et aller lui parler pour lui dire pourquoi tu te sens abandonné, etc., etc. On peut lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, donc dans le sens de la déprogrammation, c'est-à-dire qu'on peut lui donner tout ce dont il nous demande et constater que si on fait ça, cet enfant-là va se transformer à nos yeux, c'est-à-dire qu'il ne sera plus dans la souffrance de l'abandon, mais il va se retrouver dans l'expression d'un potentiel évolutif qui va nous montrer le chemin. Un peu comme cet enfant-là qui se sent abandonné, bien, plus je le déprogramme, plus il me permet de constater que j'ai à apprendre justement à assumer en moi une volonté de m'affirmer que je n'avais pas vue jusqu'à maintenant, par exemple. Et ce potentiel évolutif-là, mais plus je nourris la déprogrammation, plus ça me permet de faire la paix avec moi, de me connecter avec ce potentiel évolutif-là, et donc de quitter l'expérience d'abandon pour assumer l'expérience d'affirmation qui se manifeste en moi comme étant une nouvelle ressource, finalement, qui est en moi, qui me permet de m'aligner à ma réelle nature également aussi. Ça va? C'est ça, et c'est ça, c'est-à-dire que
dans l'aspect énergétique, quand on aborde l'aspect énergétique, on dit, bon, on va aller voir mon genou, on va aller voir le foie, on va aller voir le cœur, on va aller voir des organes et on va voir la qualité de bioluminescence qui se manifeste. Quand on aborde le psycho-émotionnel, on aborde des personnages. Donc, ces personnages-là, finalement, correspondent souvent à notre histoire personnelle, à notre histoire passée, et on va voyager à travers cette histoire passée-là, parce qu'il faut comprendre que dans cet univers-là subtil que nous permet d'accéder à la pleine conscience intuitive, on n'est plus dans l'espace-temps. C'est-à-dire que le passé, le présent puis le futur font partie d'une même réalité. C'est-à-dire que quand j'observe une personne dans son champ énergétique, je vais constater dans le présent que dans son champ énergétique à cette personne-là, elle est habitée par le passé, elle est habitée par le présent, parce que c'est qu'elle est aujourd'hui, puis elle est habitée par son potentiel futur. Le potentiel futur n'est pas réalisé encore, mais on peut voir chez une personne déjà les probabilités de concrétisation d'un futur sont déjà installées. Donc, il y a des gens, quand on dit, ah, bien, cette personne m'a dit, elle m'a prédit l'avenir. Mais il faut bien comprendre qu'elle n'a pas prédit l'avenir. Elle a simplement été à l'écoute des probabilités qui étaient dans mon propre champ énergétique, puis elle a simplement déduit logiquement que les probabilités de réalisation d'un tel futur étaient très fortes, donc elle pouvait se permettre de l'exprimer. Donc, vous voyez que à travers ce processus-là, ce que ça met en évidence, c'est que quand je suis en alignement avec ma nature psycho-émotionnelle, ben, ça veut donc dire que je suis en train de créer un futur qui est plus en harmonie avec ma nature profonde et qui est moins dans une position de répétition d'un passé, de répétition de quelque chose que je ne veux pas finalement et qui se répéterait continuellement, par exemple. Alors, c'est là qu'on aborde encore là la négantropie, entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est ces mémoires-là qui sont en conflit avec moi, qui usent de l'énergie inutilement. La négantropie, c'est ces mémoires-là qui sont en parfaite harmonie avec moi. Je me suis harmonisé à chacune d'elles, je suis plus en conflit avec elles et je suis dans une position où j'optimise mes ressources énergétiques à ce moment-là. Ça va? Donc, ça, c'était pour l'aspect psycho-émotionnel. Évidemment, il y a deux autres aspects de la nature psycho-émotionnelle qui sont importants à cerner. C'est que, là, je viens de parler de l'histoire personnelle, de ma propre vie, mais on pourrait aborder l'histoire familiale. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je peux très bien raisonner. Par exemple, l'enfant de 5 ans qui s'est abandonné pourrait très bien raisonner avec une mémoire familiale, par exemple un arrière-arrière-grand-père qui lui aussi aurait vécu l'expérience d'abandon. Donc, ça, c'est un peu le même principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, physiquement parlant, je peux sortir dans la rue et rencontrer des gens qui vont me refléter un certain nombre de choses, qui va correspondre à cette fameuse loi d'attraction et qui va m'inviter à travailler sur moi. Et quand je rentre dans le monde subtil, je pourrais très bien dire, mais tiens, je vais aller voyager dans mon histoire familiale et je pourrais constater que par la loi de la résonance, la loi d'attraction, je pourrais me mettre en relation avec mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui, lui, aurait aussi un thème commun avec moi. C'est la résonance que j'appelle. Le thème commun serait donc l'abandon. Et là, je pourrais m'adresser à lui demander à quelque part, bon, pourquoi il se sent abandonné, etc. Et là, je ferai un travail non seulement sur ma propre expérience à moi, mais je ferai un travail sur la mémoire de cet ancêtre-là de ma famille, mais je ferai un travail aussi pour dégager toute ma famille, possiblement, de cette souffrance associée à l'abandon que ce grand-père-là pourrait incarner. Donc, vous voyez que là, c'est un autre enjeu qui commence à prendre forme, qui est très intéressant aussi, et qui nous permet donc de pouvoir justement retrouver un alignement non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la famille, puisqu'on fait un travail qui touche aussi la famille d'une façon plus globale. Et puis également les mémoires d'autres vies. Il faut se rappeler quelque part que les mémoires d'autres vies sont associées justement à l'histoire humaine, hein, c'est-à-dire que quand on parle de mémoire d'autres vies, c'est l'entièreté de la mémoire humaine qui se retrouve là, et on pourrait constater que par le biais de ce véhicule imaginaire dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut accéder à un univers super lumineux, c'est-à-dire un univers dans lequel la lumière les particules vont plus vite que la lumière. Et dans cet univers-là, il y a donc un ensemble d'informations. Tantôt, je vous ai parlé de la lumière, des champs énergétiques. Je vous ai parlé donc de la mémoire personnelle, des mémoires associées à la famille, mais également, on pourrait parler aussi des mémoires associées à la multitude des vies qui ont existé sur Terre. Et encore là, cette fameuse loi d'attraction s'applique, c'est-à-dire que l'expérience d'abandon que j'ai vécue à l'âge de 5 ans pourrait me mettre en résonance avec des mémoires d'autres vies dans lesquelles l'abandon est expérimenté. Pourquoi ce phénomène-là se présenterait? Tout simplement pour amplifier mon champ énergétique, pour lui donner encore plus de lourdeur, pourrait-on dire, pour faire en sorte que le travail que j'ai à faire sur l'abandon devienne
plus significatif, plus important, que je sois confronté à devoir le faire avec plus d'intensité, parce que les gens que je rencontrerais dans la vie de tous les jours me reflèteraient avec plus d'intensité émotionnelle le travail que j'ai à faire. Donc, ça m'obligerait à faire un travail plus en profondeur à ce moment-là. Donc, ces phénomènes dont je viens de parler sont des phénomènes qu'on vit tous, hein, à des degrés plus ou moins importants. Et c'est ce qui va faire que des fois, on a l'impression qu'il y a dans la vie, il y a des moments où on n'a pas le choix, là. La vie nous parle avec beaucoup d'intensité, beaucoup de force, puis on est obligé de faire des changements à ce moment-là. Mais parce que quand c'est répétitif, dans un premier temps, il faut savoir que c'est quelque chose qui est plus ancré en profondeur. Donc, et cet ancrage-là, souvent, il est en relation aussi avec des résonances qui peuvent se vivre, moi, avec mon histoire personnelle, qui peut déjà, dans mon histoire personnelle, être répétitive, donc qui peut se répéter à plusieurs reprises, avec des mémoires familiales qui peuvent se répéter aussi à plusieurs reprises, et des mémoires d'autres vies qui peuvent se répéter à plusieurs reprises. Donc, c'est une espèce de magma, pourrait-on dire, de mémoire à ce moment-là qui devient plus dense. C'est là qu'on peut parler de nœuds karmiques, on peut les appeler comme ça, c'est-à-dire des éléments qui sont plus complexes, parce qu'il y a des charges émotionnelles qui sont plus complexes aussi à délier. Et que le travail de répétition va nous amener progressivement à dénouer les nœuds de tension, puis à nous libérer progressivement. Mais des fois, c'est plus long, effectivement. Parce qu'à quelque part, on est plus prisonnier de ça, oui. Effectivement, puis moi j'ai connu une personne, entre autres, qui en est morte, hein, qui s'est justement retrouvée dans une position où elle a effectivement absorbé tous les chocs de toute la souffrance de la famille. Et lorsqu'elle est décédée, la répercussion de tout ce qu'elle avait absorbé, ben, quelque part, s'en est simplement déchargée. Elle s'est comme, cette charge émotionnelle-là, elle s'est retrouvée dans la famille. Et là, la famille a dû gérer quelque part ces conflits qu'elle n'avait pas gérés jusqu'à maintenant, parce que cette personne-là avait été un peu comme celle qui compensait à quelque part toute cette problématique-là. Donc, c'est certain qu'il y a plein de phénomènes comme ça qui sont très, très puissants et qui indiquent bien quelque part qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une position d'absorption de souffrance. Et c'est sûr que on est loin de la verticalité quand on parle de ça, hein, mais en même temps, il faut comprendre que on est tous dans une ignorance. Hein, on est sur Terre avec un sentiment de se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et tout au long de notre vie, il y a une expérience, une aventure sur la vie. Ouais, c'est sûr. En fait, toute forme de souffrance est une occasion pour retrouver la verticalité. Alors, il y a des souffrances qui sont plus difficiles à retrouver la verticalité facilement ou aisément parce qu'elles sont tellement lourdes, tellement chargées, tellement pleines de charges émotionnelles que ça va prendre plus de temps pour être capable de retrouver cette verticalité-là. Mais en même temps, ce sont des belles occasions parce que cette souffrance est tellement forte qu'elle permet à la personne soudain de faire des grands bonds en avant pour justement se dégager de cette souffrance-là. Alors, il y a tous les chemins, quelque part, on pourrait dire ça comme ceci, tous les chemins mènent à Rome, il y en a des plus longs que d'autres, il y en a des plus faciles que d'autres aussi. Ça peut paraître un peu incorrect hein, de penser comme ça, mais ça fait partie de la réalité quand même. Il y a des conditions plus faciles, des êtres humains qui ont des conditions plus faciles de cheminement de vie, pourrait-on dire ça comme ça. Et quand on observe le champ énergétique d'une personne, bien évidemment, la personne, des fois, elle arrive sur Terre avec on pourrait presque dire un plan de match, un plan de vie qui est chargé. Dès la naissance, elle est chargée. Pourquoi? Mais parce que la naissance, elle est porteuse de parents qui ont
une portée familiale, puis des résonances avec d'autres vies, puis il y a le secret, le mystère de la vie, pourrait-on dire, qui va faire que l'individu va se retrouver avec une charge importante d'émotions, de mémoire qu'elle va devoir gérer tout au long de sa vie. Marginal, je dirais, pour commencer, parce que c'est certainement marginal d'avoir le chemin que j'ai toujours pris était toujours un peu orienté à cette marginalité-là. Un petit peu en retrait à la vie, c'est-à-dire pas dans j'étais pas dans la route de la vie naturelle, hein, j'étais vraiment comme un petit peu en, en retrait, inévitablement par le fait que ce que je fais aussi, puis par le fait que la façon que j'exprime ce que je fais aussi, c'est pas une volonté absolue de vouloir me dire je veux être différent des autres, mais j'ai toujours voulu, finalement, moi, dans ma démarche intuitive, me dire, mais j'ai pas envie de répéter ce que les autres disent, j'ai envie de vérifier ce que je dis. Alors, quand je dis les choses, habituellement, c'est parce que j'ai pris le temps de les observer, de les explorer, de vraiment sentir quelque part une forme de vérité pour moi. Alors, cette vérité-là n'est pas nécessairement une vérité absolue, mais ce que je dis, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, donc je suis capable, je pense en tous les cas, donc, dans ce sens-là, d'avoir cette volonté-là. Et puis évidemment, c'est certain que, pour répondre à ta question, ben, c'est certain que moi, je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie au départ. Hein. C'était l'astrologie qui m'a amené vers la guérison. Et l'astrologie m'a interpellé beaucoup parce qu'elle me confrontait à ce qu'on peut appeler le karma. C'est-à-dire, l'astrologie, c'est un peu comme une dynamique énergétique que l'on observe dans une carte du ciel. Et cette dynamique énergétique nous informe d'un plan de match, hein, d'un plan de vie à lequel on est confronté. Et c'est certain que toute la démarche de guérison qui en est résulté, qui a suivi celle-là, m'a amené à quelque part à comprendre que le plan de match que j'avais était chargé, hein, parce que par le biais de l'astrologie, on me l'avait bien expliqué, puis que la démarche intuitive ben, consistait justement à me désensibiliser par rapport à ce plan de match-là. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent se passer parce que moi, je suis un individu, mais l'individu vit dans une société, dans une collectivité. Donc, j'ai beau faire un travail. Tantôt, tu le disais toi-même, les gens qui répètent toujours les mêmes expériences, on peut, même si on une démarche spirituelle, c'est difficile. Pourquoi? Mais parce que moi, je suis un individu, je fais une démarche spirituelle, je fais une démarche, j'essaie de bien faire, sauf que je suis en relation et en résonance avec une collectivité humaine, avec une histoire familiale, avec l'entièreté des mémoires de l'humanité. Donc tout ça, finalement, fait que moi, j'ai 1 milliard d'occasions de me faire avoir. De me faire avoir, c'est-à-dire de me faire récupérer par la mémoire sous toutes ses formes, puisque quelque part, plein d'occasions sont tout le temps présentes pour me tendre la main et m'inviter justement à me faire avoir, c'est-à-dire à répéter quelque chose qui n'est pas en harmonie avec moi, mais effectivement, la pression est énorme parce que la pulsion primitive de l'être humain, elle existe depuis le début des temps. Alors, sachez que cette mémoire humaine qui existe depuis le début des temps, ben, est devenue une forme d'entité, pourrait-on dire, qui cherche à répéter toujours les mêmes cycles. Donc, moi, si je décide de vouloir me libérer des cycles limitatifs que l'histoire de l'humanité gère depuis le début des temps, c'est une tâche énorme. Ça veut donc dire qu'il faut que j'apprenne, moi, à me détacher complètement de l'humanité. C'est ça, quelque part. Donc, c'est un défi qui est important. Hmm. Exactement. Mais c'est là, tu vois, c'est là qu'on touche la notion d'amitié dont je parlais tantôt avec la foi intérieure. C'est-à-dire que quand la foi est assez forte, on est capable de l'écouter. Et quand on est capable de l'écouter, on est capable de dire ça me plaît pas, ça me tente pas. Et on peut se faire avoir de toutes les façons, hein. Mais même dans l'idée de se faire avoir, il faut se rappeler pourquoi on se fait avoir. Mais parce qu'on est dans un on est dans un principe d'attraction. On n'est pas dans une position de verticalité, on est plus dans l'horizontalité, mais cette horizontalité est nécessaire pour avancer, progresser. Il ne faut surtout pas voir ça comme étant un truc qu'il faut va de rétro satana, il ne faut surtout pas être dans cette position-là. On est tous humains et on est tous dans cette position où l'interrelation qui existe entre moi et mon entourage, elle existe. Donc, cette position-là m'apprend des choses. Si j'apprends à me positionner dans mon alignement le plus possible, je vais être capable de mieux gérer les relations que je vais avoir avec les gens et ne pas me faire bouffer par eux. Mais si je ne suis pas capable, je vais tomber dans cette position d'horizontalité qui va faire que je vais me faire happer par la collectivité, par l'humanité. Et malheureusement, on est dans un monde où on est constamment appelé à être en interaction avec l'extérieur. Donc, c'est facile de se laisser prendre là-dedans. C'est pour ça que la pratique d'enracinement régulière, faire ce travail intuitif-là régulièrement, va nous aider justement à retrouver cette position d'alignement. Oui.
Oui, puis ce qui est intéressant souvent dans une énergie de groupe, on disait, bon, même si chaque personne vous pose des questions qui leur sont très personnelles, c'est évident qu'à travers ces questions-là, bien évidemment, chacun apprend hein, à travers sa propre expertise, sa propre expérience de vie, peut avoir des éclairages sur la propre vie qui se font à travers ça. Et dans chacune des leçons, je vais vraiment faire en sorte de vraiment synthétiser des clés pour travailler sur des domaines très particuliers. Comme le premier, ce sera vraiment des techniques d'auto-guérison qui sont proposées. Le deuxième, il y aura vraiment une technique qui travaille vraiment sur la réunification aux énergies émotionnelles. Et la troisième, ce sera vraiment sur l'alignement au soi supérieur qui sera proposé. Alors, il y aura donc une petite application pratique qui s'adressera à tous, mais dans lequel, évidemment, il y aura un temps qui sera alloué vraiment important pour qu'on puisse vraiment répondre aux questions, puis que je fasse des liens entre les questions personnelles que vous faites et évidemment, donc, comment on peut arriver concrètement à travailler sur les thèmes qui seront vus là, durant chacune des soirées. Voilà. Deux, Normalement, c'est 2 heures. C'est 2 heures par fois. Mm. J'avais pas encore tout à fait fini, donc c'est comme tu veux. J'aurais un dernier volet que par exemple, on pourrait passer à la pratique, si tu veux, aux exemples. Voilà, ça va? Donc, le troisième alignement dont je voulais vous parler, c'est l'alignement spirituel. Alors, évidemment, l'alignement spirituel, ben, c'est un genre un thème un peu plus qui est un peu plus éloigné de nous, en fait, hein, parce que quand on parle de la santé énergétique ou la santé émotionnelle ou psychologique, hein, on a déjà une idée un petit peu de quelque chose qui nous parle, hein, c'est quelque chose qui est proche de soi. La santé spirituelle, bien évidemment, c'est quelque chose un peu plus lointain parce que c'est quelque chose qu'on a moins appris à mettre en lumière parce que c'est vraiment dans la tradition des guérisseurs, cette notion qu'il existe un âme. Donc, quand on pense on est un être humain fait de chair et d'os, qu'on a un champ énergétique, que dans ce champ énergétique, il y a des mémoires personnelles, que dans ces mémoires personnelles, il peut y avoir des résonances avec des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies. On est toujours dans le monde humain, dans ce que je viens de vous présenter. Quand on dépasse ce monde humain-là, c'est-à-dire qu'on dépasse le plafond de la mémoire humaine, ben, quelque part, on accède à quelque chose de plus grand que soi, qu'on ne connaît pas, qui est difficile d'en parler, puisque on a, même dans les grands écrits, hein, on trouve difficilement cette capacité, on peut difficilement nommer. On va souvent parler d'expérimentation de ça, mais c'est plus difficile de nommer parce que quelque part, c'est quelque chose qui les dépasse tout simplement. Et dans la guérison spirituelle, il y a beaucoup donc un enseignement qui est proposé donc dans le travail avec l'âme, hein, c'est-à-dire d'apprendre justement à se reconnecter avec son âme. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est que des guides aussi? Hein? C'est toutes des questions qu'on peut se poser puisqu'il n'y a pas de numéro de téléphone, puis il n'y a pas d'assurance qu'on communique avec l'âme, qu'on communique avec un guide. Mais dans cet univers-là, évidemment, c'est cet immensément vaste-là, c'est une démarche personnelle que l'on fait tous, hein, d'apprendre à se déprogrammer de cet espoir, de cette expérience humaine qui nous relie tous à une source collective humaine qui nous abaisse au niveau de notre champ vibratoire et que le travail de réaligner la dimension spirituelle, c'est de se sortir de ça progressivement pour atteindre cette pureté. Cette pureté est quelque part que les grands sages vont parler assez allègrement puisqu'ils vont l'expérimenter de façon constante et continue. Donc, l'idée de cet alignement-là, finalement, c'est de retrouver notre essence fondamentale, la raison d'être de notre existence et d'être capable, justement, d'avoir assez de contact direct avec cette âme-là, avec cette expression lumineuse qui est en soi, pour se sentir supporté dans la vie, dans l'expérience qu'on a
accomplir dans notre vie sans se perdre justement dans tous les méandres humains dont j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire bon, l'aspect énergétique, les mémoires personnelles, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies, qu'on sait que tous socialement, on est tous pris là-dedans parce qu'on est plein on a un processus de résonance constant et multiple dans tous ces niveaux-là. Alors que quand on accède à ce niveau-là, on est dans une tranquillité, dans une paix, dans un alignement profond et qui fait qu'on est capable justement de reconnaître qu'on peut faire appel à ce qu'on appelle des guides, les manifestations spirituelles, qui, eux, vont aussi pouvoir collaborer avec nous et qui vont pouvoir aussi nous assister dans le processus de vie, de libération de notre vie, puisque ces guides-là vont pouvoir accéder au champ énergétique, au corps physique, aux mémoires personnelles, aux mémoires familiales, aux mémoires d'autres vies, pour travailler avec nous, collaborer avec nous, pour se libérer de ces mémoires-là. Alors, qu'est-ce qui fait comment peut-on définir l'âme ou un guide? Comment on peut donc, c'est surtout pas par la forme. C'est la chose que je vous dirais. Ne vous imaginez pas qu'un guide ou une âme, c'est une forme, comme un être humain, comme moi par exemple. Moi, je suis un être humain qu'on peut observer objectivement présentement. Si on parle de l'âme ou d'un guide spirituel, on doit comprendre que c'est une énergie. Donc, dès qu'on vous parle d'un guide qui a une identité qui est claire, nette et précise, il faut comprendre ici que ce guide-là, qui a une identité qui est claire, nette et précise, est limité dans une forme, puisque je l'attribue comme étant une énergie particulière. Alors que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, ce qu'on encourage beaucoup dans cette notion d'alignement, c'est d'apprendre à se libérer de la forme pour accéder à l'intelligence dans son immensément vaste. C'est-à-dire que je peux très bien communiquer avec l'intelligence, je l'appelle comme ça, le maître des arbres, pour donner un terme, des anges, des extraterrestres, toute forme d'intelligence, quelle qu'elle soit. Et à ce moment-là, je peux bénéficier d'une somme d'informations. Et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir dire que ce guide-là est un guide aidant? C'est tout simplement parce qu'il va me donner de l'information juste, parce qu'il va pouvoir m'aider, il va pouvoir me conseiller, me supporter, m'encourager, m'encadrer, m'accompagner dans ma vie. C'est un ami, en fait. Un ami sur lequel je vais pouvoir me reposer sur lui parce que je vais lui faire confiance. Ça veut donc dire qu'encore une fois, on ne prend pas ça pour du content. Hein, cette démarche spirituelle-là est une démarche de confiance qu'on cherche à développer par l'espace-temps, hein, par le fait que je peux vérifier qu'est-ce qu'on me donne comme information et que les soins ont vraiment un impact sur moi et que je me sens donc vraiment en liaison étroite avec cette expression spirituelle-là. Donc, l'aliment spirituel, c'est vraiment cette capacité que j'ai à ce moment-là de me relier à cette source-là et d'apprendre, en étant relié à cette source-là, de faire un travail de libération progressif au niveau des mémoires d'autres vies, non seulement dans ma vie personnelle, mais dans ma vie collective, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, je peux devenir un soignant de l'humanité, en quelque sorte. Hein. Dans mon histoire familiale, je peux devenir un soignant de l'histoire familiale, donc de la famille dans sa collectivité. Dans mon histoire personnelle, je peux devenir effectivement un soignant de ma propre histoire pour me dégager, me libérer, me retrouver dans un alignement de plus en plus important. Et dans mon champ énergétique, j'apprends justement à me dégager de ce que je pourrais appeler les résonances énergétiques qui auraient des manifestations vibratoires qui pourraient donc m'affecter au niveau de ma santé. Donc, j'apprends vraiment à me retrouver dans une position de plus grande force intérieure, de plus grand alignement avec mon être. Et c'est ça un peu qu'on pourrait définir comme étant l'alignement spirituel. Je ne sais pas si... Je vais vous raconter une chose par rapport à ça, c'est que au début, moi, j'étais identifié comme un médium parce que je ne savais pas comment me nommer, puis les gens me nommaient comme ça. Donc, les circonstances ont fait que je me suis senti un peu identifié à ça. Et moi, ma source à cette époque-là, c'était les élèves de Djwhal Khul. Djwhal Khul, c'est un maître qui a été canalisé par Alyssa Bailey. D'ailleurs, Alyssa Bailey a écrit beaucoup de livres de cet enseignement-là. Et puis à un moment donné, ces élèves de Djwhal Khul m'ont dit, nous ne sommes que lumière, nous ne sommes qu'intelligence. Puis là, ils commençaient à m'expliquer que j'avais besoin de cette forme-là, la forme des élèves de Djwhal Khul, parce que je leur attribuais de l'importance, parce que Djwhal Khul était quelqu'un que je reconnaissais, parce que j'avais beaucoup aimé les écrits d'Alice Bailey, et ce qui faisait que j'avais donc eu de l'intérêt à être à l'écoute de ces élèves-là, puisque je reconnaissais la source. Mais qu'il me disait qu'à partir du moment qu'on avait compris que cette source-là, effectivement, était animée d'une sagesse et d'une intelligence, la forme
qu'elle utilisait n'était pas justement importante. Et c'est là que ça m'a amené, moi, à constater que quand je fais un travail justement pour répondre à tes questions à travers des guides, je me fous, on va dire ça comme ça, je me fous à quelque part de la forme. Parce que la forme, finalement, je sais quelque part que dans le monde subtil, quand on regarde tout ce que je viens de vous nommer jusqu'à maintenant, on pourrait dire que la mémoire a deux expressions. Limitative, expansive. La limitative, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire qui répète toujours la même chose. Par exemple, un enfant de 8 ans qui se sent abandonné, ben, l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné dans mon champ énergétique, si moi j'ai plus 8 ans et que cet enfant est encore présent, c'est une mémoire limitative. C'est-à-dire que cette mémoire-là ne peut pas concevoir autre chose que l'abandon, parce qu'elle ne connaît rien d'autre. Ça, c'est limitatif. Une mémoire expansive, c'est une mémoire qu'à partir du moment que je déprogramme cette mémoire-là limitative, que je lui donne ce dont elle a besoin, elle se libère de sa souffrance, elle n'est plus dans l'abandon et elle me permet d'accéder à des ressources créatrices, à des potentiels évolutifs que je ne voyais pas chez cette mémoire-là, parce qu'elle s'est maintenant libérée de sa souffrance, elle me donne accès à une nouvelle voie plus positive et plus évolutive. Pourquoi je vous parle de ça? Ça veut donc dire que quand on aborde tous les niveaux dont je vous ai parlé aujourd'hui, il y a donc une expression d'un guide qui est là. C'est-à-dire que quand je commence à focuser sur la mémoire expansive, je commence à communiquer avec une forme d'intelligence évolutive. Quand je commence à accepter que je comprends cette réalité-là, ça veut donc dire qu'un guide va finalement être une expression lumineuse, une mémoire expansive libérée de la forme, donc elle devrait être encore plus intelligente et elle devrait être capable de m'amener plus loin que ce que je suis capable de faire dans ma propre démarche personnelle, intuitive. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai travaillé, ce qui veut donc dire que, par exemple, quand je veux faire un travail avec un guide, ben, je vais faire venir la forme, un guide qui est là, et le guide va prendre la forme qu'il veut, mais c'est l'intelligence qui va animer ce guide-là, qui va être déterminant pour moi. Donc, le guide peut bien se présenter avec l'idée, par exemple, je vous donne un exemple, il pourrait se présenter à moi comme étant Jésus. C'est bien sympathique, Jésus, mais c'est quoi son message? Pourquoi il est là? Alors, vous voyez, il y a une forme de froideur là-dedans, c'est-à-dire que la forme que je vois, que je ressens, que j'entends, je ne me laisse pas prendre par elle, parce que les pièges de l'ego dans ce monde-là, dans le monde spirituel, sont très, très élevés. Si Jésus se présente à moi en disant, Sylvain, tu es l'être le plus évolué sur Terre présentement, et je te proclame comme étant celui qui va incarner Jésus dans cette nouvelle époque qui est si importante, qui va transformer la conscience collective. Donc, moi, j'écoute ça. Si je prends ça comme avec mon ego et que j'adhère à ça complètement, je vais dire, wow, je suis Jésus, je suis l'incarnation de Jésus et je vais transformer le monde. Et là, il arrive à ce moment-là un risque de situation où mon ego pourrait m'amener dans des voies dans lesquelles je me perdrais. Alors, c'est là quelque part que c'est pour ça que l'idée, justement, d'une démarche spirituelle n'est pas justement de se dire je suis le plus évolué, non, c'est pas là que ça se passe. C'est plutôt à travers une démarche où on est tous à incarner quelque chose, un rôle à jouer. Et cette incarnation-là de rôle n'est pas associée à je suis plus évolué qu'un autre, j'ai un rôle à jouer. Et dans un contexte de vie spirituelle, on n'a pas à se valoriser par rapport à un rôle qu'on a joué, on le joue tout simplement parce qu'on est à cet état-là d'alignement avec son être, on ne se pose pas cette question égoïque, justement. C'est pour ça qu'il faut faire cette nuance-là, selon moi, parce que beaucoup de gens, moi, je pratique depuis longtemps, et j'ai vu beaucoup de gens me sortir un peu cette réflexion-là, sans s'en rendre compte. Hein. Ils ne se voient pas aller, mais eux sont convaincus qu'ils ont été choisis pour telle chose dans leur vie. Et malheureusement, ben, c'est des gens souvent qui vont vivre des égarements, qui vont vivre des souffrances énormes, parce que justement, ils vont être tellement dans leur ego qu'ils vont entreprendre des gestes dans lesquels leur ego vont les amener à supposer que la lumière va être au rendez-vous. Et comme ils n'ont pas pris le temps de bien apprivoiser leur truc, ils vont souvent souffrir des expériences qu'ils ont vécues. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Je me laisse simplement guider par ce qui vient. Non, non, je peux me laisser aller simplement. Si elle l'a vu comme ça ne me dérange pas. C'est juste que je voulais préciser. C'est bon? J'y vais comme ça, alors? Oui. Alors, peut-être pour simplement expliquer ce que je vais faire, c'est que je vais simplement encore là, utiliser donc le véhicule imaginaire pour me mettre en relation avec Rita, que je ne vois pas, que je ne connais pas, hein.
C'est pas arrangé avec le gars des vues, du moins, je sais pas. C'est bien la même Rita que tout à l'heure qu'on a parlé, c'est ça? Oui, non. Non, c'est une blague. Je blaguais. Non, parce qu'au début, en voulant laisser entendre que c'était quelqu'un qui était préparé pour la soirée, mais bon. OK, donc Rita. OK, on va regarder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me mets en relation avec elle sans connaître qui elle est, donc sans l'avoir vue même. Donc, vous voyez qu'on va donc se mettre en relation avec une vibration, finalement, de son nom. Et il y a donc des perceptions visuelles, auditives, sensitives qui ont en résulté. Et je vais vous dire qu'est-ce que je perçois. Moi, ce que je sens d'elle, dans un premier temps, c'est que il y a au niveau du cœur vers les jambes, vers les pieds, il y a quelque chose qui dit non, 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 non. Un peu comme quelqu'un, quelque part, qui a beaucoup de réflexion intellectuelle. C'est comme si l'énergie montait beaucoup plus vers la tête. Et elle est beaucoup dans la tergiversation, la réflexion intellectuelle. Et c'est un peu comme si elle ne voulait pas descendre dans l'action. L'action, c'est, il faut faire, dans la vie, tu sais, dans la vie, il faut agir pour exister. Il faut agir pour incarner quelque chose. Mais c'est comme si cette personne refusait ça. Elle restait dans la tête et elle, en refusant la tête, c'est un peu comme elle subissait la vie en quelque sorte. C'est comme ça que moi je ressens ça dans un premier temps. Je ne sais pas si Rita veut me donner des commentaires par rapport à ça. Puis évidemment, on va aborder les deux autres étapes de la pleine conscience après ça. C'est pas toujours quelques secondes avant de. Oui. Pardon? Je sais pas. OK. Tu vois, c'est amusant chez elle quand je lui demande qu'est-ce qu'elle a besoin. Le bas de son corps, particulièrement, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a besoin de doute. Ça fait bizarre de dire ça parce que le doute, c'est pas quelque chose dont on a besoin normalement, hein. Mais il y a trop de certitude chez elle. Il y a trop de certitude dans le sens que quand on est convaincu de quelque chose, on est convaincu, et parce qu'on est convaincu, on ne va pas remettre en question le chemin que l'on a choisi de prendre. Tu vois? Et la notion de doute, c'est pas nécessairement de douter. La notion de doute, c'est être capable de remettre en question le choix qui est entrepris et de se dire, ben, peut-être que ce choix-là est un bon choix, mais peut-être pas. Donc, il y a peut-être une réflexion à faire qui nous oblige justement à se rendre compte que, pour moi, il y a un fond d'épuisement derrière tout ça. Hein, c'est-à-dire que quand je lui donne le doute dans son champ énergétique, il y a effectivement comme une forme d'effondrement de son énergie, un peu comme quelqu'un qui doit se rendre compte à quelque part que il y a une petite fille en elle et que la petite fille, justement, elle a beau se faire croire qu'elle est une femme forte, puissante, il y a une petite fille. Cette petite fille-là a besoin finalement qu'on prenne soin d'elle et prendre soin d'elle, c'est donc finalement peut-être s'exiger moins de choses. Comme si je la sentais comme s'imposer beaucoup de choses et qu'elle a avantage justement à s'enlever cette imposition-là et pour apprendre justement à faire des petits pas dans la vie. C'est comme ça que que je décrirais ça. Mhm.
Mais tu vois, si on amène l'aspect du soin énergétique, parce que je fais le décodage, déprogrammation, et là je fais le soin. Et quand je fais le soin, euh, ce que je sens quelque part, il y a une forme d'urgence, hein, c'est-à-dire que quand on émet de l'énergie de ses pieds vers le sommet de la tête, on sent une urgence chez elle. L'urgence, c'est comme je disais tantôt, il y a une forme d'épuisement, une forme de fatigue qui est là. Et cette fatigue-là, moi je dirais que, tu sais, cette notion d'urgence, il faut que, par exemple, tu vois, pourquoi il faut que? On peut très bien se dire, ben non, il faut pas que, je peux prendre le temps, je peux prendre le temps de me construire, de retrouver quelque part un rythme qui me convienne. Comme je sentais qu'il y avait un effort qui avait été effectué jusqu'à maintenant, et que l'énergie qui circule mieux dans son corps, ce serait effectivement de se dire, ben, j'ai plus envie de faire des efforts, j'ai envie d'y aller à mon rythme, j'ai envie de faire des petits pas, d'être en accord avec qui je suis, de ne pas me bousculer, de ne pas m'éreinter, de ne pas m'obliger, comme si je sentais qu'il y avait comme une croyance à l'intérieur de soi qu'il fallait effectivement s'imposer un rythme qui dépassait largement nos capacités. C'est comme ça que je pourrais percevoir ça. C'est-à-dire qu'à mesure que je fais le soin énergétique, je sens qu'il y a un potentiel chez elle d'apprendre justement à aller à un rythme plus lent, qui serait plus en accord avec elle à ce moment-là. Mais le problème chez Rita, si je peux me permettre comme ça, hein, c'est de dire, ben, parce que je vais à ce rythme plus lent, ben, quelque part, moi, ça ne me satisfait pas. Moi, je me sens pas à la hauteur. Je me sens un peu comme une espèce de situation de critique envers soi-même qui ferait qu'on aurait l'impression que le seul moyen pour nous d'avancer, c'est de nous imposer un rythme qui ne convient pas à qui on est finalement. Hmm. Ah, bien sûr, mais le rythme de la vie est quelque chose, la société nous impose un rythme qui n'est pas du tout en accord avec la majorité d'entre nous, hein. Donc ça, c'est une première chose, ça, c'est certain, ouais. Mm. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est plus clair. Là, elle dit plus clairement, tu vois, ah oui, exactement, ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors, tu vois, c'est ça, au niveau du travail intuitif, justement, il y a une première information qui est donnée, la déprogrammation, le soin, fait que progressivement, le travail de conscientisation pour moi aussi, hein, d'enlever des plures, d'enlever des pelures chez la personne me permet de mieux comprendre qui elle est et d'être plus capable d'articuler une pensée plus claire aussi. Alors, c'est pour ça que les trois étapes que je propose dans la pleine conscience intuitive sont intéressantes pour cette raison-là aussi. Elles soignent, mais en même temps, elles amènent une précision dans le travail intuitif également. Oui, oui, bien sûr. Nicolas? Ça, ce que je sens de Nicolas dans un premier temps, c'est au niveau du cœur. Tu sais, quand on se dit, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais, on va parler de façon caricaturale, qu'est-ce que je pourrais faire pour conquérir la femme aimée, par exemple? Ouais, tu vois, un peu l'image de ça. Le prince charmant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va finalement faire des pieds et des mains pour courtiser la femme, pour que la femme, finalement, se laisse séduire par lui, hein. Et ce que je sens de Nicolas, dans un premier temps, c'est au niveau du cœur, c'était une activité, un effort là-dessus. Euh, Comme si, à quelque part, un peu comme un caméléon. Tu vois, le caméléon, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre la couleur qu'il faut pour qu'il puisse sentir qu'il est intéressant pour l'autre. Tu vois, c'est intéressant. Puis en même temps, il y a quelque chose de fragile là-dedans parce que quand on est dans cette mode de fonctionnement-là, d'adaptation, on évite finalement de renouer le contact avec qui on est. On oublie finalement l'essence propre de qui on est. Mais c'est ça un peu que je dirais dans un premier temps. Je ne sais pas ce que Nicolas me dirait par rapport à ça.
Mhm. Maintenant, toi, quand on essaie maintenant d'aborder la notion du cœur chez Nicolas, moi, ce que je sens de ça dans un premier temps, c'est que il y a quelque chose au niveau du cœur qui est serré. Ce que je viens de décrire, pour moi, pour moi, c'est mon impression. Là, je me lance vraiment dans l'interprétation de ce que je perçois, hein, mais l'idée, quelque part, de quelqu'un qui euh, a besoin d'un retour vers lui-même. Le retour vers lui-même, c'est à quelque part une forme d'égoïsme, hein, d'amour propre de soi, de tout retour vers soi, de moins, justement, de ne plus faire d'efforts face à l'extérieur et de porter un effort vers soi. Et cet effort-là vers soi, c'est un peu comme je dirais de la colère. La colère, c'est de la frustration, du mécontentement, plus avoir envie justement de plaire, de plus avoir envie de faire plaisir, de plus avoir envie d'être caméléon justement. Un peu comme s'il avait compris, lui, que dans son processus de cheminement de vie en tant qu'enfant et tout ça, il y avait eu à quelque part des demandes qui lui avaient été faites et que ces demandes-là, pendant longtemps, il avait dû y répondre. Pendant longtemps, ça veut donc dire que depuis l'enfance, il avait répété un processus d'adaptation à ce niveau-là et que là, il avait envie de renouer contact avec lui. Et avec lui, pour moi, c'est une forme d'égoïsme qui s'exprime là-dedans, de quelqu'un qui cherche moins à plaire, qui cherche moins à être gentil, qui cherche moins à faire des efforts pour ses gens autour de lui, mais qui se rappelle à quelque part que l'important, c'est lui, et que dorénavant, ben, il faut effectivement qu'il renoue contact avec cette forme de rigidité, j'irais jusqu'à dire, qu'il porte en lui, en quelque sorte. Je ne sais pas si, comment il reçoit ça. Oui, puis je dirais, c'est que, où est-ce qu'il y en a peut-être, ça sera à lui de nous le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la charge émotionnelle qui vient avec ça. C'est-à-dire que la frustration, mécontentement, colère, j'en ai ras-le-bol, j'en ai assez, je me fais toujours avoir. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu comme quelqu'un qui en a vraiment, qui a une décharge à faire à ce niveau-là. Tu sais, quand on dit une décharge, ça veut dire, je prends un crayon et un papier et je me mets à dire toutes les bêtises, les frustrations que je peux vivre par rapport à quelque chose. Ou je m'en vais à la campagne, je me mets à crier toute la frustration que je vis. Tu vois, c'est des choses de cet ordre-là, tu vois. Ouais, puis j'aurais le goût de dire que les mots qui sont essentiels pour lui, c'est si je m'aime moi, là, est-ce que je vais faire telle chose? Si je m'aime, est-ce que je vais faire telle chose? Je pense que c'est une phrase clé pour lui, parce que s'il s'aime, il va se retrouver dans une position où il va constater qu'il y a plein de choses qu'il ne va plus faire. C'est ça un peu qui est la transformation qui est en train de se faire chez lui, c'est-à-dire que, tu sais, quand on donne sans compter ou quand on fait plein de choses sans compter pour les autres, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a rien en retour. Alors, quand on se dit, si je m'aime, je ne vais pas faire ça, c'est qu'on commence à comprendre que jusqu'à maintenant, on le faisait, mais qu'on n'avait pas le retour qui nous était satisfaisant. Donc, on se dit, ben non, je ne le ferai pas. Alors, c'est sûr qu'il y a un défi à faire ça parce que les gens sont habitués à nous voir faire des choses. Et là, du jour au lendemain, on va leur dire non, je ne le ferai plus. Alors, c'est là que ça implique la notion de déclaration. Moi, j'aime bien l'idée de faire oyez, oyez, je déclare solennellement, puis là, je m'adresse à tous les gens concernés. Hein, je peux faire ça individuellement ou en groupe, mais je fais une déclaration en disant, ben voilà, j'ai pris conscience que j'avais changé, que pendant longtemps, j'ai été au service des gens, ça me faisait grand plaisir. Et aujourd'hui, je prends conscience que je suis usé intérieurement, que j'ai plus envie de faire ça. Ça me fait plaisir pendant toutes ces années-là, j'en suis pleinement responsable. Mais là, aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça parce que j'en ai plus la force. Et dorénavant, je vais agir de telle façon. Et sachez que c'est pas contre vous que je le fais, c'est pour moi, tout simplement. Alors, vous voyez que ce genre de déclaration-là explique aussi aux gens pourquoi on est en train de changer, ce qui évite des fois une situation conflictuelle avec les gens. Parce que les gens pourraient se sentir rejetés parce que là, ils verraient qu'on serait différent avec eux qu'avant. Mais si on leur fait une déclaration comme celle-là, ben, on les conscientise à la transformation. Puis surtout, on est dans une position de clarté avec eux qui font qu'eux vont comprendre aussi les changements d'attitude que l'on a. Ouais.
Ouais. Ouais. Oui, mais ça nous ramène, ça nous rappelle la position d'aliment dont je parlais tout à l'heure. La position d'aliment implique justement que, par exemple, si je suis toujours en train de faire plaisir à tout le monde, mais que moi je suis malheureux, je suis pas tellement, c'est pas tellement intéressant. Si je suis toujours en train de me faire plaisir, mais que les autres sont malheureux, je ne sens pas, c'est pas nécessairement intéressant. Tu vois, la position de verticalité, c'est la position où je partage quelque chose, mais ce partage-là est conscient. C'est-à-dire, je partage quelque chose consciemment avec quelqu'un et je m'attends que parce que je le partage, cette autre personne-là va me donner en échange quelque chose dans le partage. Il y a un partage réel qui se fait. Malheureusement, dans la vie, c'est pas dit clairement que tout le monde va partager. Pourquoi? Ben, parce qu'on vit dans une société où le partage n'est pas valorisé. Hein, quelqu'un qui veut en s'enrichir va faire quoi? Il va finalement profiter de certaines personnes pour pouvoir s'enrichir sur eux. Donc, le partage ne sera pas juste. Et c'est ça un peu qui est malheureux, c'est qu'on vit dans une société où on a développé, on a oublié quelque part qu'une humanité existait en nous, et on a développé ce comportement-là qui nous était demandé socialement parlant pour pouvoir réussir. Mais ça nous éloigne fondamentalement des valeurs humaines qui sont en nous. Et c'est certain que je dirais que par rapport à Nicolas, sa force, c'est sa colère actuellement. La colère fait qu'il est plus capable de continuer à faire semblant. Donc, il est obligé d'être à l'écoute de ça. Et c'est cette écoute-là qui va l'amener, qui est le moteur pour lui de transformation. Oui, puisque là, on va faire le troisième espèce, c'est le soin énergétique. Donc, on va le faire évidemment très, très simplement, mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. En fait, fondamentalement, Nicolas, quand on cherche à rétablir les flux énergétiques dans son corps, ce que ça met en évidence, c'est qu'il dit, oh, pas trop vite, parce que le flux énergétique, s'il se met à circuler trop librement dans son corps, qu'est-ce qu'il va constater? C'est qu'il est prétentieux. Et quand je dis prétentieux, c'est pas négatif. Prétentieux, c'est simplement qu'il a une foi en lui et il croit quelque part à une valeur qu'il a en lui. Cette valeur-là est très élevée. Donc, quand on a une valeur très élevée, c'est gênant quelquefois de dire je suis quelqu'un d'important, hein, j'ai de la valeur, j'ai pas envie de telle chose parce que je suis, hein, j'ai de la valeur supérieure à ça. Les gens pourraient nous dire mais pourquoi tu te prends toi pour penser que tu vaux mieux que nous? Alors, il ne s'agit pas de dire je vaux mieux que toi. Il s'agit que moi, je considère que je vaux. Et parce que je vaux, ben, je m'attends à un certain diapason dans les relations que j'ai. Et si tu te comportes comme ça avec moi, ben, moi, j'ai pas le sentiment que c'est à la hauteur de ce que j'ai envie. Donc, je t'aime bien, mais ma relation avec toi va se limiter à un certain nombre de choses parce que moi, j'ai besoin d'autres choses. Alors, tu vois, c'est ça un peu qu'on sent, c'est qu'il y a un potentiel chez Nicolas de reconnaître qu'il y a des valeurs, de reconnaître des ambitions, des idéaux, des aspirations. C'est un humaniste aussi, sans doute, et qui a envie, quelque part, d'appliquer à son monde relationnel ces convictions-là et de les proposer comme étant des zones de partage avec d'autres gens. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, je veux bien partager ça avec toi, et d'autres avec qui ce ne sera pas possible. Nicolas va devoir apprendre justement à respecter les gens avec qui ça ne sera pas possible et de valoriser ceux avec qui ça sera possible. Ce sera un peu ça que je dirais par rapport à ça. Oui, mais ça, on revient avec la position de verticalité. C'est la notion de deuil qui vient avec ça. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel est un amour, à quelque part, qui n'est pas respectueux, en fin de compte. Les conditions, finalement, c'est de se rappeler que moi, je suis un être humain, je suis un animal avec mon être. Donc, c'est pas qu'il y a des conditions. C'est que moi, je veux bien, quelque part, tu sais, je pourrais me donner à 350% à quelqu'un, mais ce 350%-là, si je le fais, je ne serai pas respectueux envers ma personne.
Donc, l'amour inconditionnel, c'est un beau concept, mais en général, il y a des conditions à l'amour. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je ne suis pas en santé, je ne pourrais pas aimer de la même façon que quelqu'un qui est en santé. Donc, il y a des conditions qui font que je suis limité à un niveau plus ou moins important dans l'expression d'amour. Donc, ça veut dire que dans la position d'alignement, il y a une position où je suis en harmonie avec moi, et dans cette position d'harmonie, je peux témoigner de l'amour et je peux la partager avec cette personne-là. Par contre, si je tombe dans cette position d'horizontalité, mais cette position d'amour que je manifeste est une position dans laquelle je ne suis pas en harmonie avec moi. Ça veut donc dire que cette autre personne-là pourrait donc profiter d'une certaine façon de qui je suis et pourrait m'amener donc dans une relation qui ne serait pas profitable pour moi ni pour elle non plus. C'est là qu'on tombe dans les résonances. Alors je pense que la position d'aliment, c'est deux positions de deux personnes qui se tendent la main et qui se disent OK, on va partager des choses ensemble et on va se respecter. Moi, je te reconnais, tu me reconnais, puis on peut construire quelque chose ensemble qui va nous permettre de mettre au monde en quelque part une relation fructueuse, tu vois. Merci Anne et merci à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer. J'espère que vous avez apprécié. Ça me fera plaisir de vous assister, si vous le voulez bien, lors des 3 ateliers qui vont venir. Voilà. Oui, c'est pour ça que souvent que les consultations, d'ailleurs, sont enregistrées, hein. Moi, j'encourage beaucoup l'enregistrement parce que ça permet aux gens de revenir sur l'enregistrement, de le réécouter, de le réécouter, de l'intégrer, de l'assimiler. Et c'est souvent ça qui va faire qu'un travail va être plus profond à ce moment-là. Mhm. Merci beaucoup à tous. Très belle soirée, très belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir.